Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 17 juillet 2026 et nos chers amis, le colonel Wilkerson et Larry Johnson, sont avec nous. Bienvenue à nouveau. Nous sommes de retour. Merci, Wilkerson. Alors commençons par ce qui s'est passé hier soir. Les attaques contre les ponts en Iran. Au moins 4 ponts ont été confirmés comme ayant été touchés par ces missiles. L'un des plus importants se trouvait entre Bandar Abbas et Shiraz. Shiraz, c'est une autre province. Bandar Abbas est situé dans le sud de l'Iran. Shiraz se trouve au sud-ouest du pays. Et là, nous avons les images de tout ça. Voici les images. Et vous voyez, les dégâts sont vraiment énormes. Regardez ce qui s'est passé. C'est l'un des ponts les plus importants d'Iran. Et voici les autres ponts, comme vous pouvez le voir ici. Nous avons différentes photos et vidéos qui nous parviennent d'Iran. Et comme on le voit, la guerre commence à toucher les infrastructures en ce moment. L'Iran a réagi. Hier, on avait des informations selon lesquelles le pont entre l'Arabie Saoudite et Bahreïn aurait été visé, mais je n'ai vu ni images ni vidéos à ce sujet. En gros, si on regarde les cibles principales, les cibles iraniennes, ce sont surtout des installations militaires, des radars, des dépôts de missiles, ce genre d'équipements militaires dans les pays du Golfe. Mais aujourd'hui, l'une d'entre elles a été confirmée. En Iran, au Koweït, le ministère de l'énergie koweïtien a indiqué qu'une de leurs usines de dessalement et une centrale électrique avaient été touchées au Koweït. Voilà la situation. On dirait qu'ils se rapprochent de plus en plus de ces infrastructures qui sont absolument essentielles à la survie dans la région en ce moment. Et s'ils passent à l'action et frappent ces centrales électriques ou ces usines de dessalement, ce sera un énorme problème pour toute la région. Pas tellement pour l'Iran en ce qui concerne les usines de dessalement, mais pour les centrales énergétiques. Oui, c'est aussi crucial pour l'Iran. Parce que le sud et le sud-ouest du pays subissent actuellement une chaleur extrême. Les températures y sont très élevées. Allez-y, colonel. Comment voyez-vous la situation en ce moment? Je pense qu'on est toujours dans le même bateau qu'avant. Sauf que là, il est en train de s'enfoncer, si je peux dire ça comme ça. Autrement dit, il va couler. Et je crois que ce dont Larry va parler un peu plus tard, l'affaire Larouche, résume très bien tout ça dans le mail qu'ils m'ont envoyé. Est-ce qu'on est vraiment prêt pour ce qu'on s'apprête à faire? Parce que si on continue sur cette voie, et peu importe à quel point nos bombes sont précises, qu'elles visent des ponts ou autre chose, on a presque l'impression que le général Kane veut prouver que l'armée de l'air peut toucher ses cibles avec une précision remarquable. Personne n'en doute. Mais l'Iran aussi en est capable. Et s'il commence à viser ce que j'appelle des cibles économiques dans la région, alors, comme le prédisait ce groupe de Larouche, on va se retrouver dans une situation vraiment grave pour l'économie mondiale. Et ce sera toutes les catégories de cette économie qui seront touchées par ce qu'ils feront là-bas s'ils se mettent à frapper ce type de cible. Honnêtement, je pense qu'il n'y a aucune raison, d'un point de vue militaire ou stratégique, pour qu'ils ne le fassent pas. En même temps, je dois dire que selon moi, la position des États-Unis a toujours été celle-là depuis le début. C'est comme ça depuis qu'on a négocié un protocole d'accord qui jouait complètement contre nous. On s'en est sorti en le repoussant jusqu'après les funérailles, au lieu de le finaliser ou d'aller plus loin. Depuis ce moment-là, on perd du terrain. Si on continue et qu'on pousse les Iraniens à prendre une décision majeure, quitter le TNP, fabriquer une arme nucléaire ou révéler celle qu'ils auraient déjà,
ou même quelque chose d'aussi grave, voire plus grave encore pour le monde, comme s'en prendre à une autre catégorie de cibles. Là, ce serait vraiment déstabilisant à l'échelle mondiale. Dans ce cas, ce ne serait pas seulement nous qui aurions perdu, le monde entier y perdrait. Et c'est exactement ce qu'on est en train de provoquer. C'est ce qu'on est en train de tenter les Iraniens de faire, à mon avis. Larry, viens, participe. La dernière fois qu'on a parlé, c'était hier soir, mais on n'avait pas encore beaucoup d'infos sur les cibles. Là, on dirait qu'il passe aux choses sérieuses. Et l'Iran l'a bien compris. Au fait. Baidu. Oh, voyons. D'accord, Baidu, voilà la différence. Je savais ce qu'il voulait dire. Alors, revenons à la guerre de 12 jours. Toutes ces informations nous viennent de Kevin Wamsley, d'Insight China Business. Et franchement, Kevin fait un travail remarquable. Je n'avais aucune idée que c'était le cas. Les Iraniens se fiaient au GPS pour cibler leurs missiles pendant la guerre de 12 jours. Et là, surprise, ce système GPS est sous contrôle américain. Les États-Unis ont une porte dérobée qui leur permet de falsifier les coordonnées géographiques. Donc, en gros, vous pouvez programmer votre missile pour qu'il frappe, disons, à l'angle de walk et don't walk. Et au final, il est envoyé en dehors de la ville. Et c'est pour ça que les Iraniens ont eu des problèmes de précision pendant la guerre de 12 jours. Les Chinois, eux, je crois que ça remonte à 1993. Et c'est encore un autre exemple de la loi des conséquences imprévues. Les États-Unis ont arrêté un navire chinois, la CIA affirmait qu'il transportait des armes chimiques ou quelque chose comme ça, et Washington a tout simplement coupé le GPS pour que le navire ne puisse plus bouger. Finalement, l'affaire a été réglée. Il s'est avéré que la CIA s'était trompée. Oh, quelle surprise! Ça n'arrive jamais, n'est-ce pas? Et les Chinois se sont dit, bon, il nous faut un système alternatif. Et ils se sont mis à construire Baidu. Et en fait, c'est même mieux que le GPS. Ils en sont, disons, à leur 3e génération. Ils ont plus de satellites. Et l'Iran a commencé à utiliser Baidu le 28 février, ce qui explique pourquoi leurs frappes sont devenues si précises. Les États-Unis ont alors eu un de ces moments de panique, quand ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient plus interférer ni manipuler le système. Les objectifs tactiques de l'Iran sont beaucoup plus faciles à atteindre que ceux des États-Unis. Pour les Américains, l'objectif tactique, c'est de réduire la capacité de l'Iran à lancer des drones et des missiles contre les navires. Et j'imagine qu'entre Bandar Lengeh, je crois que c'est le nom, au nord de l'île de Keshm et jusqu'à Sirik, ça fait environ 300 kilomètres. J'imagine qu'il y a au moins 1 millier de sites de lancement le long de cette côte. Donc pour les États-Unis, la tâche de tous les neutraliser est vraiment difficile. Ils ont fait sauter ces ponts pour essayer de perturber le soutien logistique vers les zones côtières. Et ça peut avoir un effet. Mais tout ce que l'Iran a à faire, c'est de frapper fort sur 9 bases au Koweït, à Bahreïn, au Qatar, aux Émirats arabes unis et sur les 2 bases aériennes en Jordanie. Et c'est exactement ce qu'ils font. Ils les frappent avec précision. Ils détruisent des entrepôts, des zones de stockage. J'ai vu une dépêche indiquant que le drone Triton, qui vaut environ 250 millions de dollars, vous imaginez ça, était basé en Jordanie et qu'ils l'ont rapatrié apparemment vers Chypre ou l'Italie sur la base aérienne américaine là-bas. Donc, tout ce que l'Iran a à faire, c'est de continuer à détruire ces bases américaines. 9 en nous. Détruisez-les. Et là, tout à coup, les États-Unis n'ont plus de présence au Moyen-Orient. Ils sont obligés d'aller en Israël. Et regardez ce qu'Israël a essayé de faire l'autre jour.
le ministre des Transports a dit « Faites partir vos KC-135 d'ici ». Pourquoi? Parce que ça fait d'eux une énorme cible. C'est Bibi Netanyahou qui a annulé cette décision mercredi. Mais le simple fait que quelqu'un, au sein du gouvernement israélien, ait dit « Faites partir les KC-135 » montre bien la direction que ça prend. Les États-Unis vont être contraints de se replier sur des bases à l'intérieur d'Israël. Et à ce moment-là, l'Iran commencera à les frapper. Je pense qu'on verra à un certain moment des frappes à l'intérieur d'Israël si les choses continuent sur cette trajectoire. Et cela inclura, selon moi, la destruction du site nucléaire de Dimona. Voilà où on en est. Quel objectif de choix ce serait, au fond, pour l'annonce par l'Iran de la possession de l'arme nucléaire? Les États-Unis et Israël d'un seul coup. Vous savez, j'ai oublié qui, au Parlement, avait déclaré il y a 2 semaines « Écoutez, si les États-Unis nous attaquent, eh bien maintenant qu'ils les ont attaqués, ils ont dit qu'ils allaient fermer le détroit de Bab el-Mandeb, qu'ils allaient revoir leur doctrine nucléaire. Bon, quand votre doctrine actuelle, c'est ne rien construire. Une révision, ça veut dire qu'on va construire quelque chose. Et puis ils ont annoncé qu'ils allaient se retirer du TNP, le traité de non-prolifération. Donc oui, si l'objectif des États-Unis dans tout ça, c'était d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire, ils ont fait tout ce qu'il fallait pour lui donner envie d'en avoir une. Voilà. Carole, quand on regarde la façon dont l'Iran mène sa stratégie militaire, est-ce que tu penses que ce que Larry vient de mentionner pourrait fonctionner pour l'Iran? Mais de ton point de vue, quand tu observes Israël, on voit qu'Israël est en train de reconstruire une sorte de base militaire dans le sud du Liban. Il y a eu des rapports il y a quelques instants. On a appris que dans le sud du Liban, dans la ville de Kiam, ils disent avoir détruit toute la ville et qu'ils y construisent une base militaire. C'est l'agenda du côté israélien. Mais au centre, en gros, on voit 2 forces qui se dessinent. D'un côté, Israël, dans le sud du Liban, et de l'autre, les États-Unis, au Moyen-Orient, qui affrontent l'Iran. Comment vois-tu la stratégie iranienne à mesure que le temps passe? Ils se concentrent surtout sur les bases militaires et les radars dans la région. Mais quelle part de leurs préoccupations vient du dossier libanais? Quelle importance, selon toi, le Liban a-t-il dans leurs calculs? Je pense qu'en gros, ce qui se passe du côté d'Israël et des États-Unis, c'est avant tout tactique. En revanche, ce qui se passe du côté de l'Iran, c'est fondamentalement stratégique. Et je repense à ce titre dans Haaretz qui disait qu'il suffisait à l'Iran pour ne pas perdre, ou même pour gagner, de simplement ne pas perdre. Alors que les États-Unis et Bibi, eux, devaient gagner de façon spectaculaire. Ce qu'on sait, et qu'on a pris en pleine figure avec ce protocole d'accord, surtout le paragraphe 5, c'est qu'en regardant ce qu'on a concédé à ce moment-là, on comprend à quel point on était désespéré et pourquoi on a mis fin à toute nouvelle négociation. Parce que ça revenait à bouleverser tout ce qui était fondamental dans la stratégie de l'Iran, au moins pour la moitié, puisque selon moi, tout tourne autour du programme nucléaire. D'un côté, c'est 50% de l'enjeu. De l'autre, c'est le détroit d'Ormuz. Et comme Larry l'a dit, peut-être aussi la mer Rouge maintenant. Ce sont des avantages stratégiques pour l'Iran, contre lesquels on ne peut rien faire sur le plan tactique. Peu importe le nombre de bombes qu'on largue, peu importe notre détermination ou notre précision, on ne peut pas modifier ces réalités stratégiques pour l'Iran. À moins d'être prêt à envoyer 2 ou 3 millions de soldats sur le terrain, à ratisser le pays de fond en comble, à perdre 200 ou 300 000 de ces soldats, à dépenser 2 ou 3 000 milliards de dollars et à y passer 10 ans pour finir avec un résultat qui ressemblerait à l'Afghanistan ou peut-être un peu mieux, c'est la seule façon d'y arriver. Nous ne sommes pas équipés pour ça. Nous n'en sommes pas capables.
Donc, tout ce que l'Iran a à faire, c'est tenir bon, c'est tout. Et toutes ces manœuvres au Liban, en Syrie ou pour affaiblir la Turquie, peu importe. Tout ça n'a aucune importance face à l'avantage que l'Iran possède. Et je n'ai même pas encore parlé de la Russie et de la Chine, surtout cette dernière, qui sont de leur côté et qui l'ont maintenant prouvé de façon tout à fait claire. Alors, laissez-moi ajouter quelque chose à ça. Parce que même si la Chine et le Pakistan viennent tout juste d'appeler à la reprise des négociations, ce qui confirme ce que Pepe Escobar et moi rapportons depuis un moment, à savoir que les Pakistanais jouent un rôle majeur pour relancer ou maintenir ces négociations, ils le font à la demande de la Chine. D'un côté, la Chine, sur le plan économique, souffre un peu de la fermeture du détroit d'Ormuz. De l'autre, on voit bien ce qui se passe avec les États-Unis et les munitions qu'ils tirent. Vous savez, je cite souvent Ambrose Bierce. Il disait que la guerre, c'est la manière qu'a Dieu d'apprendre la géographie aux Américains. Bon, je vais juste ajouter un truc à ça. En fait, ça t'apprend plein d'autres choses, sur le pétrole, sur les stocks de missiles américains. Et j'entendais souvent dire « Ah, ils lancent des HIMARS ». Mais non, on ne lance pas un HIMARS. Le HIMARS, c'est le lanceur. Donc la vraie question, c'est « Qu'est-ce que le HIMARS lance ?» Eh bien, il peut tirer 3 types de missiles. L'un d'eux, c'est le système de roquettes à lancement multiple guidé, qui va à peu près jusqu'à 30 km. Donc oublie celui-là, il ne l'utilise pas. Ensuite, il y a les attaques MS. Mais le problème avec les attaques MS, c'est qu'ils ont eux aussi une portée limitée, autour de 300 km. Du coup, il leur reste ce qu'on appelle le missile de frappe de précision. Celui-là peut aller jusqu'à environ 500 km. Solide, oui, sauf que Lockheed Martin n'en a fabriqué que 56. Donc tu vois, s'ils en tirent 8 par jour, ils auront tout épuisé en une semaine. Donc, il nous reste le Tomahawk. Eh bien, on commence à en manquer. C'est pareil pour le JASSM, tu sais, le missile de croisière air-sol à longue portée. Je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Là encore, c'est un missile de croisière tiré depuis un avion. Et c'est la même chose pour les ARMS, les missiles ARM. Alors, si on se place du point de vue de la Chine, on se dit, tiens, chaque jour, les États-Unis envoient un missile sur une position iranienne, font exploser un peu de sable dans le désert. Eh bien, c'est un missile de moins que les États-Unis pourront tirer sur nous. Et je pense que les Chinois, en réalité, sont secrètement plutôt contents de voir les États-Unis s'épuiser à force de frapper en essayant de vaincre l'Iran. C'est l'un des autres éléments qui entre en jeu ici. Comme dit le vieux proverbe confucéen, quand ton ennemi est en train de se détruire lui-même, laisse-le faire. Oui. Ou alors, on pourrait ajouter à ça le communisme chinois avec des caractéristiques capitalistes, ajoutant un peu quand tu peux. Oui. Colonel, on a appris que les États-Unis envoient davantage de F-16 dans la région, au Moyen-Orient. Et le général Keane a donné une interview il y a quelques heures sur Fox News. Il dit que ce que font les États-Unis, c'est l'opération Freedom, la même opération qu'ils avaient déjà essayé d'utiliser auparavant. Et voici son argument. Nous mettons en œuvre le projet Freedom. Souvenez-vous, c'était le plan pour rouvrir le détroit d'Ormuz, prévu le 4 mai. À l'époque, c'était un plan d'environ 2 semaines. Un plan très complet et nous sommes en train de l'exécuter. On ne lui donne pas de nom officiel, mais c'est bien ce qui se passe. Ce plan vise à sécuriser le détroit, à le dégager et aussi à protéger la navigation. Ce que vous voyez, c'est d'abord un effort pour éliminer tous les moyens qu'ils ont pour perturber le trafic maritime. Les missiles, les drones, les vedettes rapides. Et ensuite, tout ce qui les soutient. Le commandement et le contrôle, les capteurs, les radars
et toute l'infrastructure logistique qui va avec. Et puis, nous frappons aussi la capacité de l'Iran à riposter contre les États du Golfe, les bases américaines ou Israël, s'ils décident de le faire. Et ça concerne les missiles balistiques, les systèmes de lancement, mais aussi les stocks et les sites de stockage de drones. Prendre et isoler le détroit d'Ormuz a toujours fait partie du plan. C'est pour ça que vous voyez des ponts détruits. On ne veut pas qu'ils puissent revenir, se réorganiser sur le plan logistique et commencer à récupérer les capacités qu'on leur a retirées. Donc rien de nouveau là-dedans. On n'avait simplement jamais vu le projet Freedom être mené jusqu'au bout. Souvenez-vous, il avait été arrêté à la 36e heure, une décision complètement aberrante de l'Arabie saoudite, si vous vous rappelez, qui nous avait interdit de décoller de leur base aérienne, de traverser leur espace aérien, et qui avait aussi fait pression sur nous pour stopper l'opération. Alors oui, tout ça prend du temps à se mettre en place, à être fait correctement. Et j'espère que cette fois, on pourra aller jusqu'au bout et bien faire les choses. Maintenant, il faut garder une chose en tête. Pour l'Iran, le détroit d'Ormuz est un atout stratégique. Quoi qu'il arrive ici, ils voudront toujours le reprendre, parce que c'est leur priorité absolue. Ils n'ont pas de capacité nucléaire, ils sont encore loin de pouvoir développer une arme. Donc c'est vraiment leur principal atout stratégique. Ça leur donne un levier sur les États du Golfe et sur toute la région, et ils veulent clairement garder un certain contrôle à cet endroit. Ils sont prêts à se battre contre nous pour ça. Et nous, on doit leur retirer cet avantage et faire en sorte qu'ils ne puissent plus jamais le reprendre. Oui. Terminons cette opération, la dernière partie. Karl, il a évoqué beaucoup de points quand il s'agit de... N'est-ce pas? Il a tout mis sur la table, tout couvert, la promenade, tout. Il voulait tout balancer, sortir toutes ces saletés, tout ce bazar qu'on a créé et qui a donné à l'Iran la pièce maîtresse pour gérer la situation. Mais la plus grosse erreur qu'il fait, à mon avis, c'est qu'il ne comprend pas la géographie à laquelle on a affaire. Il ne comprend pas les peuples avec lesquels on traite. Il ne comprend pas la résilience, ni la détermination de ces peuples. Il pense qu'on a affaire à... Enfin, réfléchissez. Qui avons-nous vraiment vaincu au cours des 50 dernières années? Prenez un instant pour y penser. La dernière guerre qu'on a vraiment gagnée, c'était la première guerre du Golfe. Et c'est la seule depuis 1945. Donc ce qu'on traîne derrière nous, c'est une réputation de défaite, pas une réputation de victoire. Et cet homme-là, à mes yeux, a simplement exprimé l'attitude et les mots qui vont avec ce genre de posture. Nous sommes en position de faiblesse et on va continuer à l'être. Il n'a même pas parlé de la mer Rouge. Il n'a même pas évoqué ce qui s'y passe, ni ce qui pourrait s'y passer. Il n'a pas parlé du fait qu'on est en train de perdre tous nos alliés dans la région et qu'on ne les récupérera pas. Et il n'a pas parlé de ce dont Larry parlait, à savoir que, d'après ce que j'entends, la Chine doit se réjouir, parce qu'on épuise nos munitions essentielles à un rythme qu'on ne pourra jamais compenser, quel que soit le délai. Autrement dit, on aggrave encore notre propre danger. Et ce général, lui, est là à dire « Allons un peu plus loin dans cette direction. Juste une bombe de plus, juste une frappe de plus, juste un missile de plus détruit. » Ah, au fait, je me demande combien de missiles il leur reste. Je me demande combien de missiles ils peuvent encore construire sous terre. Je me demande combien de fois on va devoir voir ces missiles en action avant de comprendre vraiment ce qu'ils ont et ce dont ils sont capables. Et je me demande, quand ils vont commencer à faire fonctionner ces missiles sur des cibles comme Ras Tanura, et peut-être sur les 12% du pétrole qui sort de la région du Golfe, et tout ce qui va avec. Et je me demande quand on va enfin parler des sujets dont Trump aurait dû parler dans son discours d'hier soir, mais qu'il n'a pas abordé. Comme le fait qu'on n'aura plus de diesel,
qu'on n'a pas d'engrais, que les agriculteurs ne plantent pas leur culture. Franchement, c'est grave. Et on fait comme si de rien n'était. Et ce général, lui, il ignore tout ça, complètement. Comme s'il n'avait rien dans la tête, à part des F-16 qui larguent des bombes. Oui, il est tellement myope. Vous savez, c'est un peu comme un phénomène que j'explique quand j'enseigne le maniement des armes et le tir défensif. Quand quelqu'un se retrouve dans une fusillade, il développe ce qu'on appelle la vision en tunnel. Il se concentre tellement sur ce qu'il a juste devant lui, sur sa cible, qu'il perd toute perception de ce qui se passe autour. Et c'est exactement ce qu'on voit avec le général Keane et les conseillers autour de Trump, comme Stephen Miller et d'autres. Ils sont tellement obsédés par l'idée qu'ils peuvent réduire la capacité de l'Iran à bloquer le détroit d'Ormuz, qu'ils ne prennent même pas le temps de se demander « Bon, au fait, combien de missiles Tomahawk avons-nous vraiment ?» Vous savez, je pense qu'en ce moment, le stock total dans le monde est d'environ 2500. Et les gens disent « Attendez, vous venez de dire qu'il n'y a qu'un millier de cibles là-bas. » Donc si on en utilise un sur chacune de ces cibles, et voilà. Sauf que ce qu'on oublie, c'est que l'Indo-PACOM, le commandement américain pour la zone Indo-Pacifique, qu'on appelait avant le PACOM, le Pacific Command, a besoin d'un certain nombre de missiles Tomahawk pour mener à bien ses missions. Et c'est pareil pour les JASSM. Le COM, le commandement européen, c'est la même chose. Donc, quand on répartit ce qui devrait être attribué à chacun de ces commandements, on se rend compte tout à coup qu'on a déjà dépassé le seuil critique. En d'autres termes, une fois qu'on commence à utiliser ces armes et qu'on ne peut plus les remplacer, pour plusieurs raisons à la fois, notamment parce que la Chine contrôle les terres rares nécessaires aux aimants des systèmes de guidage de précision de chacun de ces missiles, eh bien à ce moment-là, c'est comme si on s'était ouvert les veines et qu'on se vidait de notre sang, sans même s'en rendre compte ou sans y prêter attention. Et puis, on oublie aussi la profondeur des moyens dont disposent les Iraniens. Keane avait raison là-dessus. Il a parlé, oui, des drones de surface, des drones sous-marins, des missiles de défense côtière, des missiles balistiques de courte portée, des vedettes rapides, tout ça. Mais il a oublié de mentionner les mines. Vous savez, à un moment donné, l'Iran peut très bien se dire « Tant pis, on va miner le détroit d'Oman ». Et ils peuvent dire « On va peut-être miner tout le fichu détroit et personne ne sortira tant que nos exigences ne seront pas satisfaites. » Et pour appuyer ce que disait le colonel Wilkerson sur les pénuries, le pétrole qui sort du golfe Persique, c'est ce qu'on appelle du brut acide. C'est principalement du brut acide, ce qui veut dire qu'il contient beaucoup de soufre. Ce type de pétrole est utilisé dans les raffineries de la région, celles qui produisent le diesel et le carburant d'aviation. Et ces raffineries ont besoin précisément de ce genre de pétrole. Donc, c'est à la fois un problème de raffinerie et un problème d'approvisionnement en pétrole. Mais au final, le fait est qu'on fait face aujourd'hui à une pénurie mondiale de diesel et de carburant d'aviation. Et cette pénurie ne va faire qu'empirer, semaine après semaine. Tant que le détroit d'Ormuz reste fermé, et même, disons, une fois qu'il serait rouvert et que le pétrole recommencerait à circuler comme avant, il faudrait au moins 2 mois, peut-être 3, avant de revenir à un niveau où il pourrait vraiment commencer à reconstituer les stocks. Donc ce que je veux dire, c'est que là on est en juillet, presque à la fin du mois. Ensuite il y a août, septembre, octobre. Même si tout se réglait aujourd'hui, on n'aurait aucun espoir de revenir à la normale avant novembre. Et c'est justement l'un des gros problèmes qu'ils choisissent d'ignorer.
Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles il semble avoir accéléré les choses. Il commence à se rendre compte qu'il y a tout ce contexte en arrière-plan et qu'une partie de celui-ci leur est vraiment défavorable, surtout par rapport à leurs intérêts pour les élections de novembre. Je me demandais dans quelle mesure ce qui se passe en ce moment est lié à la politique intérieure ou aux dynamiques internes aux États-Unis. Parce qu'on sait que J.D. Vance fait tout, désespérément, pour préparer sa candidature pour 2028. Ça, c'est une chose différente. Mais pour ce qui est de l'administration Trump, qu'est-ce qu'ils y gagnent et en quoi ça peut les aider pour les élections de mi-mandat? Je ne pense pas que ça va les aider, pas du tout. À mon avis, ils sont dans une très mauvaise posture. Peu importe sous quel angle on regarde la situation, il suffit de voir ce qui vient de se passer, ce que je n'aurais jamais cru possible avec cette administration. Plusieurs grandes chaînes de télévision ont refusé de diffuser son discours hier soir, et d'autres ont exprimé leurs doutes, certains même pendant ou juste après l'intervention. C'est un homme qui perd le contrôle de la situation intérieure. Et par conséquent, son parti aussi perd le contrôle de la situation intérieure. Qu'est-ce que c'était? Une centaine de députés environ qui ont voté contre toute aide supplémentaire à Israël. Bon, ça n'a pas abouti, ça n'a pas fait une majorité, mais malgré tout, c'est révélateur. C'est révélateur du problème qu'ils vont avoir en novembre. Et je ne pense pas qu'ils sachent comment y faire face. Je crains qu'ils ne décident de régler ça par la force, et ce serait vraiment une tragédie pour nous, je pense. Ça pourrait même mener à une guerre civile. Mais je crois qu'ils commencent à s'inquiéter sérieusement, à se demander s'ils vont pouvoir garder le pouvoir. Je ne parle pas forcément de Trump, mais de tout son entourage, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. On parle de tout un groupe qui a profité de ce pouvoir sans limite pendant si longtemps, et qui veut continuer, qui veut que ça dure. À mon avis, ils vont avoir de très gros problèmes politiques pour y parvenir. Et ça rejoint ce que disait Larry. En gros, Poutine a refusé d'exporter du diesel en dehors de la Russie. On se retrouve donc face à une situation où d'ici 30 à 45 jours, le marché du diesel risque d'être très tendu dans ce pays. Je pense qu'on va avoir des routiers et d'autres aussi qui ont besoin de ce diesel et qui vont représenter une opposition. Et la plupart de ces gens, probablement, je devrais peut-être pas le dire, mais beaucoup d'entre eux sont sans doute des partisans convaincus de MAGA. Ils ne le seront plus après ça. Donc, on voit une situation politique intérieure qui se désagrège pour Donald Trump, illustrée par la couverture médiatique de ses propos hier soir. Et puis, il y a un autre sujet, on n'en a même pas encore parlé, c'est l'Ukraine. L'Ukraine arrive à un moment critique, probablement dans l'année à venir, c'est sûr, mais peut-être même plus tôt que ça, si on voit une offensive russe rapide et spectaculaire qui mettrait complètement fin aux chances de l'Ukraine, sauf peut-être pour une guerre de guérilla. Et puis, on regarde une Europe en état de mort cérébrale, qui dit qu'elle va faire tout un tas de choses, mais est-ce qu'elle va vraiment les faire? Est-ce qu'on va avoir l'Ukraine dans l'OTAN par extension? Je veux dire, même les Polonais en ce moment revoient, je dis bien même les Polonais, Varsovie revoit sérieusement sa relation avec l'Ukraine, et elle a bien raison de le faire. Si on met ces deux théâtres ensemble, je vois un vrai problème, important, presque existentiel, pour les États-Unis dans les 12 prochains mois, un en Europe et un autre en Asie du Sud-Ouest. Et nos ennemis, tels qu'ils sont, se frottent les mains en voyant ça. Pas seulement parce qu'on est en train de manquer de munitions essentielles, mais parce qu'on a montré à quel point on est en état de mort cérébrale et à quel point on est incapable, ce leadership est incompétent, de gérer ces crises. Et ce sont bien des crises. Oui, ce sont des crises.
Oui, il faut revenir sur ce que Trump a bien pu faire dans ce discours de jeudi soir. C'était en gros presque une déclaration de guerre à la Chine. Alors, moi, ça fait un bon moment que j'écris, depuis 6 ans après, que l'élection de 2020 a été volée à Donald Trump. Mais elle n'a pas été volée par les Chinois, ni par les Russes, ni par les Vénézuéliens, ni toutes ces histoires-là. Ça s'est fait à l'ancienne. Les bulletins ont été imprimés à Long Island, dans le New Jersey. Et je le sais parce que mon associé a en fait interrogé tous les employés de la Poste impliqués. Il a identifié l'endroit où ils ont été imprimés. Le type qui les imprimait avait déjà été condamné pour blanchiment d'argent. Mais ils ont imprimé tous ces bulletins, ils les ont envoyés, distribués, et ils ont été bourrés dans les urnes. C'est comme ça que cette fichue élection a été volée. Et au lieu que Trump fasse quoi que ce soit à ce sujet, il accuse les Chinois. Et quand on revient voir ce qu'il a dit, il n'a pas présenté la moindre preuve. Pas une seule. Pas même pour dire « les Chinois ont peut-être piraté les listes électorales ». Alors, ils ont voté pour qui? Non, on n'a aucune preuve de ça. Donc, il faut prendre un peu de recul et se demander « mais qu'est-ce qu'il est en train de faire, ce type ?» Je n'ai pas encore vu le compte-rendu chinois, mais je soupçonne que c'était pas du genre « nous saluons les propos du président ». Non, je pense que ça va être une critique cinglante, un vrai démontage de Trump. Alors, au lieu de se concentrer sur la question « comment peut-on avoir une meilleure relation avec la Chine ?», on vient d'envoyer un message très clair. Chine, une fois qu'on aura pris une raclée avec l'Iran, on viendra en prendre une autre avec vous. Voilà le message. Et j'ajouterais simplement à cela que Anatole Lieven a publié hier, je crois, un article dans le Coincy. Andrei Malachenko vient aussi de sortir un texte dans The Economist. Oui, The Economist, qui d'ailleurs a tenu à le critiquer dans son introduction parce qu'ils ont été complètement à côté de la plaque dans leur soutien à ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Malachenko s'est exprimé un peu comme George H.W. Bush et les gens qui l'entouraient à la fin de la guerre froide. Il a dit qu'il fallait revenir aux idées dont on parlait à cette époque-là. Et il faut reconnaître que c'est quelqu'un qui prend un certain risque en s'exprimant ainsi. C'est l'un des bons oligarques, si on peut dire, l'un des esprits économiques les plus solides. Et s'il s'exprime aujourd'hui, ce n'est pas, comme l'a laissé entendre The Economist, parce qu'il veut désigner le traître qu'est Poutine. Il parle pour dire en substance qu'il faut revenir à cette époque-là, qu'il faut recommencer à se parler, à traiter les uns avec les autres, sur une base correcte, pas amicale, non, juste une base capitaliste qui fonctionne. C'est de ça qu'il écrit, c'est ce qu'il dit. C'est la dernière chance, mes amis. La dernière chance de tendre la main, de la saisir et de faire en sorte qu'Anchorage ne soit pas une farce, mais un vrai effort diplomatique. Et à terme, de retrouver une forme de relation décente avec Moscou. Sinon, on va suivre le même chemin. Et ce chemin-là, il est pavé de risques nucléaires, tout autant que de tensions en Asie du Sud-Ouest. Larry Axios a rapporté que les États-Unis pourraient élargir leur cible en allant davantage vers le centre de l'Iran et en frappant les infrastructures, en gros. Et en ce moment, on a appris qu'au Koweït, ils ont commencé à rationner l'électricité dans tout le pays, après que des frappes iraniennes ont visé l'une de leurs principales centrales électriques. Donald Trump a déclaré que l'Iran perdait très lourdement et que les États-Unis détenaient toutes les cartes. Voilà où on en est. De l'autre côté, le corps des gardiens de la révolution islamique, juste avant qu'on prenne l'antenne, le commandant de la marine du CGRI a mis en garde les États-Unis. Il a dit que comme les Américains se rapprochent de plus en plus de l'Iran à chaque instant, on approche de l'heure zéro pour des opérations contre les unités navales du CENTCOM dans les eaux de la région. Et là, on voit bien
qu'ils déplacent davantage d'armes. Je ne sais pas. Ces porte-avions, il y en a 2 dans la région. Ils vont les utiliser. Est-ce qu'ils vont se diriger vers l'Iran, se rapprocher des frontières iraniennes? Quelle est votre lecture de tout ça? Eh bien, s'ils s'approchent des côtes iraniennes, ils vont se faire frapper. Et ça, c'est clair, l'Iran les met en garde en ce moment. Je pense qu'une grande et de plus en plus grande partie des frappes de missiles vient d'avions embarqués sur des porte-avions. Et les frappes que l'Iran mène sur les bases aériennes de Muwafaq al-Salti et du Prince Hassan en Jordanie visent le principal centre des opérations aériennes de combat américaines. Apparemment, ils ont utilisé la base d'Al-Udeid pour les KC-135, pour les opérations de ravitaillement en vol. Mais, d'après ce que je comprends, les États-Unis n'ont pas déployé leurs avions de combat vers l'avant, ni aux Émirats arabes unis, à Al-Dhafra, ni à Al-Udeid au Qatar, ni à Al-Issa à Bahreïn, ni à Ali Salman au Koweït. Et encore une fois, du point de vue de l'Iran, ils vont continuer à frapper chaque jour. Ils riposteront si les États-Unis poursuivent leurs attaques plus à l'intérieur du pays et commencent à viser les infrastructures civiles. L'Iran détruira alors les infrastructures civiles au Koweït et à Bahreïn. Ces endroits deviendront inhabitables. Ils ont déjà frappé le pont hier. Vous savez, les États-Unis ont bombardé des ponts en Iran et l'Iran a aussitôt répliqué en frappant le pont qui relie l'Arabie saoudite à Bahreïn. On ne sait pas encore quelle ampleur ont les dégâts. Les Iraniens auraient aussi attaqué un camp des forces spéciales américaines à Al-Tanf, en Syrie, et auraient détruit du matériel, ce qui aurait causé la mort de militaires américains. Il n'y a eu aucun rapport confirmé à ce sujet de la part du Pentagone. Mais au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que l'Iran détient l'initiative stratégique face aux États-Unis, tout simplement parce qu'il a moins de cibles à défendre. Et à chaque attaque, il pousse un peu plus les États-Unis hors du Golfe. En rendant ces bases inhabitables, les États-Unis ne peuvent pas simplement y renvoyer du personnel du jour au lendemain. Non, ils vont devoir dépenser beaucoup d'argent, peut-être pour les remettre à niveau, et rien ne dit qu'ils soient prêts à le faire. Donc pour l'instant, l'Iran concentre ses efforts là-dessus. Mais je ne serais pas surpris de le voir intensifier ses attaques contre les groupes aéronavals en premier lieu. Mais ils ne peuvent pas non plus exclure, je dirais, que d'ici 2 semaines, et je me base là-dessus sur ce qu'un ami m'a raconté, un ami qui était à Téhéran pour les funérailles, et aussi à Mashhad pour celle d'Ali Khamenei, des responsables iraniens de haut niveau lui ont dit qu'ils allaient réserver une grosse surprise à l'Occident d'ici quelques semaines. L'une de ces surprises pourrait être « Eh bien, nous avons l'arme nucléaire ». Et donc, il faudrait reconsidérer la situation, parce que si vous continuez à nous attaquer, on s'en servira, ce genre de message. Ça ferait reculer tout le monde. Et je sais que la pensée dominante, c'est de dire, si l'Iran faisait ça, Israël riposterait aussitôt avec une arme nucléaire. Non, 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 pas si vite. Parce qu'à ce moment-là, Israël doit prendre en compte le fait que l'Iran en a une aussi. Oui, Israël pourrait frapper et raser Téhéran, mais eux pourraient frapper à leur tour, détruire Tel Aviv et Haïfa. Et si Tel Aviv et Haïfa disparaissent, il n'y a plus vraiment d'Israël. Oui. Tu vois comment on mène tout ça, Nima. Tu vois comment on pousse encore et encore. Exactement comme en Ukraine. On pousse jusqu'à notre propre perte. Oui. On dirait qu'Israël est satisfait de la situation actuelle, parce qu'il ne subit pas d'attaque. Ils se sentent, d'une certaine façon, très à l'aise dans le sud du Liban. Oui, Bibi se sent bien aussi parce qu'il va perdre. Il essaye désespérément de faire passer des lois qui le protégeraient, lui et sa femme, pour le reste de leur vie. Et si Eisenkot gagne,
ou si un autre de cette bande gagne, la situation sera à peu près la même. Mais eux aussi seront tout aussi désespérés. Tout aussi désespérés. Tu dis qu'ils construisent des installations au Liban pour contrer ce qui pourrait arriver plus tard. Mais si ce qui arrive, c'est exactement ce que Larry vient de suggérer, en quoi le Liban va-t-il pouvoir t'aider dans ce cas-là? Carl, les défenses aériennes dans les pays du Golfe montrent quand même qu'il manque d'intercepteurs. Ils n'ont pas tant de systèmes patriotes que ça. D'ailleurs, j'ai pas vu beaucoup d'interceptions par ces systèmes, par ces défenses aériennes. Alors, tu penses que ce serait pareil pour Israël? J'imagine que la principale raison pour laquelle les États-Unis ont décidé de signer le protocole d'accord, c'est justement à cause de leur capacité défensive vis-à-vis d'Israël. Parce que, comme tu l'as rappelé, ils ont frappé Dimona dans les derniers jours de la guerre des 40 jours. Donc, si on n'est pas capable de défendre Israël, quelle serait la solution? Sortir un protocole d'accord comme simple document de référence, puis revenir à la guerre en disant qu'Israël n'en fait pas partie. En ce moment, la guerre, c'est entre les États-Unis et l'Iran. The late Howard Goluth champ de bataille. Je pense que c'est une impasse. L'Iran sait très bien avec qui la guerre se joue. L'Iran sait qui sont les adversaires de l'autre côté. L'Iran sait aussi ce que le ministre des Affaires étrangères d'Oman a répété une deuxième fois. Le problème dans la région du Golfe, ce n'est pas l'Iran. Le problème, c'est Israël. Il l'a encore dit en anglais. Je ne pense pas qu'on puisse séparer les deux. Nous sommes liés et ils sont contre nous deux. Et on oublie la situation qui a tout déclenché, les Palestiniens. C'est pour ça que les Houthis sont toujours impliqués. C'est comme ça que je le comprends, en tout cas. Et dans une certaine mesure, le seul défenseur des Palestiniens sur cette planète qui fait vraiment quelque chose de concret, c'est l'Iran. On a presque oublié tout ça. Les Palestiniens reviennent dans l'actualité. Vous savez, ces 300 000 personnes ensevelies sous les décombres, on a presque fini par les oublier. Et bien sûr, c'est exactement ce que beaucoup de notre côté voulaient. Mais je ne crois pas que ça va se passer comme ça. Non, je ne crois pas que ça puisse marcher comme ça. On ne peut pas exterminer, on ne peut pas commettre un génocide d'une telle ampleur sans qu'il y ait un retour de bâton. Et en ce moment, ce retour, c'est l'Iran. Et pour Israël, ça pourrait bien être une question existentielle. Oui, on dirait que tout le plan, c'est d'affaiblir militairement l'Iran. Et je ne sais pas jusqu'où ils peuvent aller dans cette direction. D'après ce que je sais, ils ne reçoivent pas. Qui tu veux dire? Vous voulez dire les États-Unis? Les États-Unis et Israël. Israël a le sentiment de ne pas vraiment faire partie de la guerre. Donc ce sont les États-Unis qui l'amènent. D'accord. Ils peuvent affaiblir la puissance iranienne, la puissance stratégique de l'Iran dans la région, en combattant l'Iran et en utilisant les pays du Conseil de coopération du Golfe. Pour l'instant, en tout cas, ces pays ne sont pas la cible des missiles iraniens. Oui, on est en train de détruire nos alliés. On détruit nos alliés. C'est possible. Oui, c'est possible. Colonel, quand vous regardez l'Iran aujourd'hui et qu'on parle du détroit d'Ormuz, est-ce que vous croyez vraiment que les États-Unis vont ou qu'ils ont la puissance militaire nécessaire pour forcer l'Iran à adopter une position qui ignorerait le détroit d'Ormuz? Moi, je n'y crois pas. Quelle est votre lecture de la situation? Moi non plus, je ne le vois pas. Je ne le vois vraiment pas. La géographie a sa propre force, et dans ce cas précis, elle en a une très grande. La géographie est du côté de l'Iran. Vient ensuite la deuxième question.
De quoi s'agit-il exactement? Donald Trump essaie de survivre. C'est lui qui a commencé tout ça. Souvenez-vous, c'est lui qui a commencé. L'Iran n'a pas commencé. C'est lui. Clairement, c'est lui. Et c'est lui qui continue. C'est lui qui a violé tous les protocoles diplomatiques possibles. C'est lui qui a triché. C'est lui qui a menti, volé et s'en est même vanté. C'est lui qui a fait tout ça. Il en est responsable. Et il n'aime pas ça parce que ça se retourne contre lui et que finalement, ça conduit à sa chute politique, je pense. C'est bien ce qu'on est en train de voir. Tu penses qu'il pourra s'en sortir, d'une manière ou d'une autre, au point d'être rééligible, sauf par un coup de force en novembre, si on entre dans une récession mondiale, voire une dépression? Moi, non. Franchement, non. Je ne vois personne à l'horizon pour le remplacer. C'est ça, le déficit qu'on a en ce moment, Nima, dans cet empire. On n'a aucun leadership politique en vue, et certainement pas en place. Oui. Larry, quand on parle de l'Arabie Saoudite, l'Iran ne les a pas frappés. Ils ont visé tous ces pays du Golfe, sauf l'Arabie Saoudite. Alors qu'est-ce qui se passe? Je garde ça pour la fin. Eh bien, je pense qu'on a vu cette semaine un comportement assez, disons, étrange de la part des Saoudiens. Alors, réfléchissons de façon stratégique. Mets-toi dans la peau du dirigeant de l'Arabie Saoudite, Nima. D'ailleurs, je pense que tu ferais un meilleur boulot que MBS, mais bon, c'est un autre sujet. Tu te dis, d'accord, qu'est-ce qu'on veut? De quoi a-t-on besoin là, tout de suite, en Arabie Saoudite? On a besoin que notre pétrole circule. On en fait passer un peu par la mer Rouge. Donc il faut absolument garder ce pipeline, celui de Yanbu, ouvert, que le flux continue, que les navires soient chargés de pétrole et que ce pétrole parte. Au moins, ça nous assure un peu de liquidité pour le moment. Et là, voilà ma brillante idée. On va lancer une attaque contre les Houthis. Et eux, évidemment, vont riposter contre nous et probablement détruire Yanbu. Résultat, on ne pourra plus expédier de pétrole. Autrement dit, on s'occupe nous-mêmes de notre capacité. C'est génial. Allez, on y va, les gars. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et tu sais, les Houthis ont répliqué tout de suite, ils ont frappé au moins un aérodrome, peut-être deux, et ils ont menacé en disant « on va s'en prendre à Yanbu ». D'après ce que j'ai compris, Asim Munir, le chef de l'armée pakistanaise, qui est en contact étroit avec les Saoudiens, a appelé MBS et lui a dit « mais qu'est-ce que tu fais? Arrête tes bêtises, stoppe ça tout de suite ». Et ensuite, le Pakistan a réaffirmé qu'il soutiendrait son allié, qu'il se tiendrait aux côtés des Saoudiens pour les protéger. Mais en réalité, ils ont dit aux Saoudiens de se calmer. Et les Saoudiens l'ont fait. On voit bien maintenant que quoi qu'ils aient voulu faire à ce moment-là, ils ont un peu remué le nid de guêpe et les Yéménites sont sortis en masse, prêts à faire la guerre. Du coup, les Saoudiens ont reculé. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais ça montre aussi que, tu vois, tout ça ne se limite pas simplement à s'en prendre à l'Iran. Il y a toutes ces autres tensions régionales. Alors, en ce qui concerne le Conseil de coopération du Golfe, c'est un nom assez ironique parce que les Saoudiens ne s'entendent pas forcément avec les Émiratis. Les Qataris, eux, étaient en désaccord avec les Émiratis et les Saoudiens. Donc il n'y a pas vraiment d'affinité naturelle là-bas. Ils se tireraient dans les pattes dès qu'ils en auraient l'occasion. C'est donc le Pakistan qui essaie de bricoler une sorte d'alliance pan-islamique qui réunirait, ou du moins ferait coopérer, les armées d'Égypte, de Turquie, d'Arabie Saoudite et d'Iran pour sécuriser la région, la protéger contre Israël. Et on voit bien, au moins pour l'instant, que l'objectif de l'Iran, chasser les États-Unis de la région,
est en train de se réaliser. À Washington, on ne veut pas l'admettre, mais c'est exactement ce qu'on observe. C'est exactement ce qui se passe. Oui, colonel. Voici le détroit d'Ormuz, hier et avant-hier. Hier, il y avait 8 navires, et la veille, 15, si on regarde la carte. Et il ne se passe rien dans la partie sud du détroit. Comme vous le voyez, ils utilisent tous la zone proche des côtes iraniennes, sur les routes désignées par les gardiens de la Révolution. Et l'objectif principal, je ne sais pas si c'est toujours l'ouverture du détroit d'Ormuz pendant que les combats continuent. Quelle part de tout ça? Quelle est la priorité? Le général Keane disait en gros que la principale raison pour laquelle ils détruisent ces ponts, c'est qu'ils veulent faire quelque chose de concret dans la région. Ils veulent les empêcher de transporter le matériel nécessaire et tout ce qui va avec sur ces ponts le long de ce côté du Golfe. Enfin, c'est évident, c'est bien ce qu'ils essaient de faire. Je ne sais pas, quand on pense à l'expérience qu'on a eue avec les Serbes pendant la guerre en ex-Yougoslavie, je ne suis pas sûr que ce soit une approche très solide, même sur le plan tactique. Surtout parce qu'il existe toujours des solutions de contournement, des moyens de passer outre ce qui est mis en place, et les Serbes l'ont largement démontré. Mais au final, comme votre carte et vos images viennent de le montrer, c'est ce canal nord qui est principalement utilisé. Et ça veut dire que les gens ont compris, je ne parle pas forcément des Iraniens ou des pays du Golfe, je parle des armateurs, des assureurs et d'autres acteurs. Ils ont compris quelle partie du détroit est la plus tenable, et ils ont compris qui contrôle cette partie du détroit la plupart du temps. On pourrait dire que le côté sud serait tout aussi bien, puisque Oman est un partenaire neutre dans cette affaire. Et je dirais oui, probablement, si les États-Unis étaient un allié solide de Mascate. Mais au fond, je pense qu'on voit simplement les réalités de la géographie et la position des Iraniens. Et je ne crois pas qu'on va changer ça. Peut-être oui, temporairement, pendant un moment ou deux, on pourrait le modifier un peu, mais ça retombera dans le même schéma. Ça va forcément retomber dans la géographie naturelle, dans la proximité des Iraniens avec cette région. Comment changer ça? Eh bien, on ne pourrait le faire qu'en mettant, comme je l'ai déjà dit, 1 ou 2 millions de soldats sur le terrain, en marchant d'un bout à l'autre de l'Iran, en consolidant notre contrôle, un peu comme on l'a fait en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale, avec beaucoup d'aide des Alliés, et en restant là-bas indéfiniment pour y parvenir. Ou alors, en installant, comme on l'a fait pendant longtemps, le Shah, et en faisant du Shah notre protecteur dans le Golfe, celui qui contrôlait tout cet appareil et cette région. Il n'y a pas d'autre moyen de le faire, c'est la réalité du terrain, la réalité de la géographie, la réalité des peuples qui vivent sur cette géographie. On dirait qu'on n'a absolument aucune conscience de ça. Hier, je parlais avec un gars de l'armée de l'air à propos de Kane. Je lui ai dit, écoute, la nouvelle disposition que Powell avait mise en place avec une telle force sous H.W. Bush, la nouvelle disposition de la loi sur la sécurité nationale de 1947, la loi Goldwater-Nichols, a donné un vrai pouvoir au président du comité. Au point que le président pouvait dire au secrétaire à la défense, en l'occurrence Cheney, « Tu lui dis que je vais voir le président. J'y vais moi-même, je vais lui parler directement. Tu ne viens pas avec moi, j'y vais pour le voir. » Bien sûr, le président doit, comme Bush l'a fait 2 fois avec Powell, approuver ce déplacement et mettre en place une sorte d'accord. Une fois, il avait organisé un déjeuner et une autre fois une réunion dans le bureau ovale. Et à chaque fois, Powell a gagné le débat. C'est ça le changement. Est-ce que Kane le sait seulement? Parce que franchement, on ne comprenait pas comment un officier de l'Air Force,
un général 3 étoiles, même sorti de la retraite, avec surtout de l'expérience dans les opérations spéciales, pouvait être à ce point à côté de la plaque. Il aurait dû dire d'abord à Hegseth, et si ça marchait pas, aller directement voir le président. Ce qu'on fait là, c'est absurde. Comme l'a dit Larry, on est en train de brûler toutes nos munitions. On a d'autres ennemis dans le monde. On a un problème en Europe. Qui s'en occupe? Personne, à ma connaissance. Larry, tu veux ajouter quelque chose avant de nous quitter? Je sais que tu n'as pas eu l'occasion de... Non, je pense que le colonel a parfaitement résumé la situation. C'est une politique sans courage. À mon avis, on peut donner à Trump encore 1 semaine ou 2 avant qu'il ne commence à supplier. Il ne le fera pas en public, bien sûr. Il dira plutôt « Oh, c'est l'Iran qui nous supplie de négocier ». Donc je pense qu'ils sont dans une situation tellement désespérée qu'on va leur laisser une chance. Ce sera exactement le contraire. Il projette ses propres intentions. Ce sera les États-Unis qui seront désespérés de conclure un accord, et je ne sais pas si l'Iran sera prêt à en donner un cette fois. Enfin, on verra. Je pense que tu as complètement raison là-dessus. À mon avis, ils ont lâché l'affaire. Ils nous ont abandonnés, totalement abandonnés. Je veux dire, si j'étais à leur place, je le ferais aussi. D'accord, les gars. Plus tard. D'accord. À bientôt, Larry. Salut le public de Rumble. Au revoir. Colonel, je pense que l'une des principales raisons, comme Larry vient de le dire, c'est d'adoucir la position iranienne. Et ce qu'a dit la vice-présidente des États-Unis dans un podcast avec Joe Rogan, c'est que tout ça, c'est une sorte de danse politique. Ce que nous faisons avec ces frappes dans le sud de l'Iran, c'est mettre la pression sur eux pour, d'une certaine manière, consolider. Vous voyez, depuis le début de la guerre, ça a toujours été le même objectif. Avec les attaques, on disait que tout le gouvernement, tout le pays allait s'effondrer. Ensuite, on a parlé de pression politique, de pression économique, de tout. Et aujourd'hui, c'est encore la même chose. Quelle est votre perception de tout ça? Et comment voyez-vous la situation? Vous avez vu le cortège funéraire, la réaction des Iraniens. Vous avez vu les drapeaux rouges dans la foule, les slogans qui appellent à la vengeance, clairement à la vengeance. Quelle est votre lecture de ce mouvement et quelle est, selon vous, la perception du côté de l'administration Trump? Je pense que la meilleure façon de résumer tout ça, c'est de faire la même chose encore et encore, sans que ça marche, tout en se disant que si on le refait une fois de plus, cette fois ça marchera. Et j'ai l'impression que c'est exactement ce qu'on fait. Rien n'a vraiment changé dans nos objectifs, qu'ils soient tactiques, opérationnels ou stratégiques. Même si, franchement, j'aurais beaucoup de mal à identifier un véritable objectif stratégique. À part celui que Trump a énoncé, faire plier les Iraniens et les forcer à faire notre volonté. Ça inclut tout, du programme nucléaire au détroit d'Ormuz et tout le reste. Et nous avons échoué, complètement échoué. Et maintenant, je crois qu'on s'est fermé toute possibilité d'agir autrement que par la guerre cinétique. Et nous sommes en train de perdre la guerre cinétique, tandis que les Iraniens, eux, sont en train de la gagner. Alors comment on s'en sort? Comment on sort de cette situation? Et comme Larry l'a suggéré, ou comme vous l'avez dit il y a un instant, on pourrait bien se retrouver à perdre un porte-avions ou un autre grand bâtiment de combat en mer. Si c'est la décision qu'ils ont prise, je pense que ce qu'on voyait auparavant, d'abord, on voyait une certaine prudence de la part de la marine, qui restait à plus de 1000 milles nautiques au large, là où il était très difficile de les atteindre. Mais si maintenant on se rapproche, qu'on entre dans la zone de tir, et qu'on expose ces porte-avions d'une manière qui les rend vulnérables à ce qu'ils restent à l'Iran, alors là on s'expose à un nouveau dilemme. Mais
Nima, je peux très bien imaginer Pete Hegseth, cet homme qui veut faire passer des tests de testostérone à tout le monde, y compris aux femmes dans l'armée. Je peux l'imaginer dire à Trump, « Il faut qu'on perde un porte-avions. Si on perd un porte-avions avec 5000 hommes et femmes à bord, le peuple américain sera de nouveau de notre côté. Ils sont en train de se détacher de nous à toute vitesse. Les Américains ne soutiennent pas cette guerre. Ils sont Station, pas vraiment, pas en grand nombre. Alors, comment on les rallie à nouveau? On les pousse à tuer 5000 Américains. Ça paraît cruel, monstrueux même, non? Mais on parle d'un homme qui a déjà tué plus de 200 personnes en mer, sans aucun procès. D'un homme qui fait tuer des citoyens américains dans les rues, presque chaque semaine, comme s'il combattait Daesh. C'est un homme qui n'en a rien à faire de tuer qui que ce soit dans le monde, si jamais il le faut ou s'il en a envie. Donc, je peux très bien imaginer ce scénario se mettre en place. On rapproche les porte-avions un peu plus près, parce qu'on a perdu toutes ces bases aériennes. On a perdu Al-Udeid, on a perdu toutes les autres d'où on opérait, surtout en Jordanie. Du coup, on utilise maintenant la puissance navale, la puissance aéronavale. Il faut les rapprocher parce qu'on n'a pas le choix. On ne peut pas continuer à les ravitailler encore et encore à une telle distance. Il faut les rapprocher. Et puis, on en coule un. À ce moment-là, le peuple américain est de votre côté. C'est comme ça que ces gens-là raisonnent. Colonel, vous avez mentionné que ceux qui ont voté contre la nouvelle aide, ou l'aide militaire à Israël, étaient pour la plupart des démocrates. Et l'un des grands sujets en ce moment aux États-Unis, c'est justement la question d'Israël et la manière dont les gens perçoivent la relation entre les États-Unis et Israël. On a demandé à J.D. Vance quel type d'influence Israël exerce aux États-Unis. Voici ce qu'il a répondu. Pourquoi Israël perd-il le soutien de l'opinion publique américaine? Eh bien, le récit qu'on entend, c'est qu'Israël aurait une influence très disproportionnée sur la politique américaine. Oui, je vois ça. Je vois bien ce discours. En fait, je le pense aussi dans une certaine mesure. Écoutez, est-ce qu'ils essayent d'influencer la politique américaine? Oui, mais comme je l'ai déjà dit, beaucoup d'autres pays le font aussi. Dans la mesure où Israël le fait, je dirais que certains s'en sortent mieux que d'autres. Et les Israéliens, eux, sont clairement plus efficaces que la plupart. Mais je ne dirais pas qu'ils sont les seuls à être efficaces dans ce domaine, loin de là. Il faut simplement en être conscient. Après tout, pourquoi ne le ferait-il pas? C'est un pays de 9 millions d'habitants, alors que nous en avons 330 millions. Donc bien sûr qu'ils vont chercher à convaincre les Américains et à les orienter dans un sens ou dans un autre. C'est en quelque sorte dans la nature des choses. Il ne connaît même pas la population réelle d'Israël. C'est 14 millions de personnes. Alors je reconnais qu'un grand nombre d'entre eux sont partis, qu'ils ont quitté le pays. C'est disons la version vietnamienne de sortie, ils sont partis. Mais il y a 14 millions d'habitants, dont environ 7 200 000 sont des Arabes palestiniens, ou des Arabes tout court. Je crois qu'ils ne comptent que les Juifs. Oui, ils ne comptent que les Juifs. Et ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est soit de l'ignorance, et chez quelqu'un comme Vance, c'est impardonnable, soit un mensonge. Il n'y a pas d'autre explication. Il n'y a aucun autre pays au monde qui influence autant la politique américaine et les décisions des États-Unis. Ils rédigent des manuels scolaires dans les lycées de Virginie, des manuels qui présentent la situation palestinienne de façon très négative ou qui l'effacent complètement des livres d'histoire. Leur influence est démesurée dans les 50 États. Ils ont des comités dans chaque État qui examinent l'éducation à tous les niveaux, les dépenses publiques,
et les contrats attribués à des entreprises israéliennes plutôt qu'à des entreprises américaines. En Virginie, ils ont fait ça avec les panneaux solaires. C'est le pays le plus influent dans notre système politique, sans exception. Et lui, il ose se lever et dire ça. Il a dit que beaucoup de pays ont de l'influence ou une sorte de je ne sais quoi. Lesquels, exactement? Moi, je veux savoir. Je veux savoir. Le Venezuela n'a pas grand-chose. Le Brésil non plus, l'Argentine peut-être. Bon, eux, ils peuvent toujours gagner la Coupe du Monde de la FIFA. Mais je veux dire, qui a vraiment ce genre d'influence? Et Trump a tellement braqué l'Europe qu'on pourrait dire qu'à une époque, la France, l'Allemagne ou même l'Espagne ou peut-être la Finlande avaient une influence démesurée ici ou là. Une influence de niche, peu importe. Mais plus maintenant. Ils nous détestent, je crois presque autant que les Iraniens. Ils ne peuvent juste pas l'afficher aussi ouvertement. En fait, Nima, je dirais qu'en ce moment même, 60 à 70% du monde nous méprise. Et c'est la partie importante du monde, celle qui fait de l'argent, celle de la diplomatie, du droit international, du statut de Rome. C'est la partie du monde qui compte encore vraiment si on veut sortir de ce chaos et arriver au siècle prochain. C'est cette région qui compte. C'est là que se trouve le PIB, c'est là que se trouve la population. Et nous, on s'y oppose. On s'y oppose seul, sur une plaine déserte, balayée par la confusion, l'alarme, la lutte, le combat, où des armées ignorantes s'affrontent dans la nuit. Et la plupart de ces armées, dans cet affrontement, sont en train de perdre. On a un besoin urgent, vraiment urgent, de revoir tout ce qu'on fait dans le monde en ce moment. Tout. Sur le plan économique, financier, des sanctions, militaires et bien sûr diplomatiques, dans la façon dont on interagit avec le reste du monde. Cet homme, Andrei Melnichenko, qui a écrit cet article dans The Economist, il a vraiment signé un très bon papier. Ça aurait pu remonter à 1992. Il revient à cette idée selon laquelle on n'aurait jamais dû déclarer un monde unipolaire. On n'aurait jamais dû, à aucun moment, se dire que nous étions les gourous du monde. On aurait dû partager, vraiment partager. On aurait dû intégrer la Russie à l'Europe, comme on avait prévu de le faire. On aurait dû faire tout ça. C'est de l'histoire ancienne maintenant. Mais ça ne veut pas dire, comme il le suggère dans cet article, que si le bon sens l'emporte à Moscou, à Berlin, à Paris, à Washington ou à Tokyo, on ne pourrait pas, d'ici une dizaine d'années, se rapprocher de cette situation. Mais pour l'instant, c'est nous le problème. C'est nous qui empêchons le monde de s'entendre, si vous voulez. On a l'impression que Donald Trump n'a aucune solution. Et dans le cas de la Russie, la situation empire. Mais c'est ça, la vérité. Comme Larry l'a un peu laissé entendre avant de partir, c'est bien là le vrai dilemme. Trump semblait comprendre une partie de tout ça, rien qu'avec sa vision d'homme d'affaires. Il semblait vraiment le comprendre. Il voulait mettre fin à la guerre en Ukraine et il disait qu'il allait le faire. Il n'avait aucune envie d'entrer en guerre avec l'Iran. Il a certes provoqué une situation qui pouvait y mener en annulant la diplomatie avec l'Iran pour la première fois de façon énorme avec le JCPOA. Mais au fond, il semblait penser que les années passées sous Bill Clinton, même sous Barack Obama et surtout sous George W. Bush, avaient été une erreur désespérée, qu'on avait gaspillé énormément d'argent et mené des guerres stupides et ainsi de suite. Qu'est-ce qui l'a fait changer? What got to him? Israel. En fait, j'en arrive à penser qu'il se moque complètement de savoir qui sera le prochain président des États-Unis, que ce soit sa femme
un républicain ou un démocrate. Ce qu'il veut, c'est se sauver lui-même et protéger les siens. Je ne sais pas si vous avez vu le reportage. Les médias iraniens ont expliqué que ces deux types, Steve Witkoff et Jared Kushner, utiliseraient d'une manière ou d'une autre toutes ces négociations pour gagner encore plus d'argent. Oui, j'ai vu des estimations parlant de milliards et de milliards de dollars qu'ils gagnent. J'ai aussi vu des estimations de milliards de dollars qu'ils prévoient de tirer de Gaza, au final de Gaza, quand elle deviendra ce qu'ils ont l'intention d'en faire. D'après ce qui a été rapporté sur Dropside, l'un des hauts responsables iraniens aurait déclaré que l'Iran avait calculé 9 milliards de dollars de bénéfices liés à des manipulations de marché menées par des personnes proches de Donald Trump, principalement Jared Kushner et Steve Witkoff. Et apparemment, l'Iran aurait envoyé un message privé à J.D. Vance pendant les discussions en Suisse pour l'avertir que Kushner et Witkoff détournaient les négociations. Plus intéressés par l'exploitation d'informations privilégiées pour gagner de l'argent sur les marchés financiers que par la conclusion d'un accord. J.D. Vance a réagi à ce rapport. Il a dit « C'est complètement faux. Je n'ai jamais reçu un tel message. Si ça avait été le cas, j'aurais répondu que Jared et Steve sont des membres de confiance de l'équipe du président et aussi de très chers amis. Personne n'a fait plus que d'eux pour œuvrer en faveur de la paix et de la prospérité dans la région. L'idée qu'ils profiteraient d'informations confidentielles est absurde. Je ne vois pas du tout de quel genre d'article il parle. Eh bien, même le gars du prompteur du président a maintenant des ennuis parce qu'il a profité de ces informations internes pour se faire de l'argent. L'idée que Jared Kushner et Steve Witkoff ne gagnent pas d'argent grâce à tout ça, et d'ailleurs que toute la famille Trump ne profite pas de ce que fait le président, c'est évident. C'est tellement évident que même certains partisans de MAGA devraient l'avoir compris à ce stade. C'est un président qui fait de l'argent sur le dos de sa fonction et une présidence qui sert à s'enrichir. Il trouve toujours un moyen de se faire de l'argent à chaque occasion, que ce soit Kash Patel qui prend son avion privé pour aller voir sa petite amie, ou Kristi Noem, ou peu importe, avec ce qu'elle a fait avec ses avions personnels. C'est sans doute la présidence la plus comme ça depuis, je ne sais même pas quand. Je ne connais aucune présidence qui ait autant pressé le contribuable américain que celle-ci. Et ils en sont fiers. Oui, ils en sont fiers. Donald Trump, plus que quiconque, il en est fier. Quand il profite du fisc, ou quand il loge les agents des services secrets dans un de ses hôtels, ou qu'il les installe à côté de son terrain de golf, ou qu'il les emmène à Mar-a-Lago, ou peu importe ce qu'il fait, il en est fier. Il en est fier. Cet argent, c'est pour l'Empire Trump. C'est de l'argent pris aux contribuables américains pour l'Empire Trump. Et il y a 40 millions d'Américains dehors qui l'applaudissent pour ça. Je dois y aller. Merci Larry. Merci beaucoup. Vraiment. À très bientôt. J'ai bien aimé. Prenez soin de vous. Prends soin de toi. Au revoir.